L'effilocheur de brume, fanzine sur des aventures en solitaire, parution aléatoire, septembre 2023, numéro 1. Elziane Aubourg, une vie de cartographe, une aventure dans l'univers de Arles. Aujourd'hui, le tumulus. Bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré cette fois-ci à ma section jeu de rôle en solitaire. Cette histoire est le résultat d'une aventure en solitaire dans l'univers de Arnworld. C'est une courte aventure qui a duré quelques semaines à raison de sessions de 30 minutes les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Afin de pouvoir avancer, je me suis calé des créneaux réguliers et j'ai essayé de les respecter au maximum. Pour jouer, j'ai utilisé les ressources suivantes. Arnmaster, la 3e édition, c'est le système qui régit l'aventure. J'ai aussi utilisé les tables que contient le livre pour gérer les diverses rencontres. Arnworld, 3e édition, en anglais, c'est le livre de référence pour l'univers, l'ambiance, les détails qui permettent de s'immerger. Le moteur One Page Solo de Karl Hendricks, traduit par Doc Dandy, très bref et super efficace pour gérer le système aléatoire. Game Master Character Tool permet de créer en quelques clics des personnages fonctionnels pour Arn. Kingdom of Kandai, le royaume qui abrite cette aventure, supplément que j'ai traduit. Minilaus Keep, la région d'origine du personnage principal, supplément que j'ai aussi traduit. One Page Dungeon par Watabu afin de générer aléatoirement des donjons. DM Yourself de Tom Scott, il me sert à prédéterminer les réactions des personnages. Et enfin, le guide du maître Donjons et Dragons 5e édition pour habiller les donjons en utilisant les tables aléatoires que contient ce guide. Chaque partie est consignée en même temps que se déroule l'action. Si vous vous référez au document que je vais vous mettre en lien, où vous allez retrouver les fiches de personnages, mais aussi les diverses actions de dés, lancer de dés, calcul, règles, eh bien le texte sera en italique et encadré. Il est réservé donc, ce texte en italique et encadré, réservé aux notes diverses comme les résultats, le jet de dés, etc., etc. Il m'arrive aussi de dessiner quelques situations quand j'ai terminé une séance ou entre deux séances, et ces illustrations sont alors scannées et positionnées à la fin de l'écriture. Le but ici est vraiment de m'amuser, de prendre du plaisir à découvrir une aventure aléatoire et à la rédiger en même temps. J'ai aussi envie de la partager avec vous afin que vous puissiez suivre la vie d'Elziane Aubourg si elle survit à sa première aventure. Ce n'est donc pas un jeu de rôle à proprement dit, mais bien une aventure en solitaire, car pour moi il manque l'élément essentiel d'un jeu de rôle, l'interaction avec d'autres joueurs. Il faut tout d'abord créer les personnages. Je vous renvoie, si vous êtes curieux, sur les statistiques, les tableaux, etc., aux documents que je mettrai dans les commentaires, en lien. Donc le premier personnage, c'est Elziane Aubourg. Alors qui est-elle? Elziane Aubourg, rapide historique, est une jeune femme qui vient d'achever sa formation de cartographe. Elle est née dans la baronnie de Minilaus, dans le royaume de Kandai. Ses parents sont de simples fabricants de jouets, et ils n'auraient jamais eu ni l'argent ni le souhait de voir leur fille partir faire un tel apprentissage à la capitale. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, elle a appris qu'elle était une enfant illégitime. Ses parents n'étaient pas ses vrais parents, elle a été placée chez eux alors qu'elle n'avait que quelques jours. Pour son 16e anniversaire, celui qu'elle avait l'habitude de considérer comme son père lui a tout raconté et lui a donné une lettre qu'elle devait présenter à maître Bérard Bronnery, un maître cartographe d'Aléat, la capitale du royaume de Kandai. Elziane ne posa pas de questions, sachant très bien qu'elle ne recevrait pas de réponse. Elle passa ainsi 5 années en formation, essayant de temps à autre d'en savoir plus sur ses véritables parents, mais personne ne semblait savoir. Elle se lia à quelques personnes comme Simdo, un soldat du guet d'Aléat et de son âge, et Lyrinia, une voleuse qui avait essayé de lui soutirer sa maigre bourse. Lyrinia, la blonde, et Elziane, la brune, devinrent de très bonnes amies. Ainsi passèrent les années jusqu'au jour où elle obtint son diplôme. Elle était officiellement devenue une cartographe du royaume de Kandai.
On la nomma aussitôt à Menelaus, sa ville natale, où elle devrait normalement devenir la cartographe officielle de la baronnie. Elle se réjouissait de retrouver Peltari, sa meilleure amie, une paysanne avec qui elle avait fait les 400 coups tout au long de son enfance. Irinia et Sindo lui offrirent un repas d'adieu et un magnifique pendentif en or dont elle se refusa à demander l'origine. Ils se séparèrent en se promettant de se revoir dans l'avenir. Elziane fut surprise de voir qu'elle avait hérité d'une escorte, un chevalier nommé Martor et Poris, un prêtre de Péonie tout juste ordonné. Ils étaient eux aussi originaires de Menelaus. Une fois la fiche complétée, une fois l'historique écrit, il faut maintenant compléter un tableau de réaction prédéterminé afin que le personnage agisse naturellement selon son caractère lorsque les événements vont se dérouler. Ce tableau permet aussi d'éviter de tricher lorsque se présente une situation délicate. Pour l'établir, je prends DM Yourself de Tom Scott et je complète le tableau qui est proposé à l'intérieur de ces pages. Bien sûr, il pourra évoluer d'une partie à l'autre, car à mes yeux, le personnage sait évoluer, sauf s'il est têtu, et apprendre de ses aventures, de ses erreurs ou de ses succès. Par contre, il ne pourra pas être modifié pendant la partie elle-même, ce serait bien sûr trop facile. Donc le comportement par défaut d'Elziane sera le suivant. D'abord, elle va chercher des passages secrets dans les pièces où elle est, une fois qu'elles sont sécurisées. Elle va chercher des pièges avant d'entrer dans une pièce ou dans un couloir. Elle le fait donc automatiquement. Elle va faire preuve de discrétion en entrant dans une pièce. L'épée sera son arme par défaut. Elle ne marche jamais en premier, si on est en file indienne. Elle marche toujours à droite si on est à deux de front. Elle parle en priorité quand le groupe rencontre du monde, et la bienveillance est son approche naturelle. Enfin, si il n'y a pas de lumière, eh bien c'est elle qui portera la torche. Enfin, elle ne fouille jamais dans les cadavres, cela ne l'intéresse absolument pas. Elle agit toujours en respectant ses valeurs, c'est-à-dire la franchise, l'honnêteté, la bienveillance. Sa mission de cartographie passe avant tout, même sa propre sécurité. Elle est respectueuse de l'autorité, mais pas au point d'obéir aveuglément. En cas de combat, elle se bat, mais sans action téméraire. Et enfin, si quelqu'un d'autre qu'elle est blessé dans le groupe, elle préférera rentrer à l'abri plutôt que de continuer dans le danger. On fait la même chose pour les autres personnages, donc maintenant c'est le tour de Maltor, le chevalier. C'est un humain. À 14 ans, Maltor commence son entraînement et devient chevalier 5 ans plus tard. Il participe à des batailles, mais sans briller. Il est renvoyé pour manque de valeur lors des combats et se voit nommé garde du corps d'une cartographe qui va officier dans la ville natale de Maltor. Il la connaît de vue, mais sans plus. Il préfère cela à l'enfer d'un champ de bataille qu'il ne supporte plus. Il n'a que peu d'estime envers les gens qui ne savent pas se défendre, et il aime donner la mort avec la plus grande des violences et ne respecte pas le vaincu. Il ne lui laissera jamais la vie sauve, même s'il demande grâce. Alors Maltor n'a pas d'ennemis, voilà. Son meilleur ami se nomme Hugel, c'est un skald qui parcourt le monde. Et il a aussi une amitié avec Lyrinia, une voleuse d'Aléate que nous connaissons déjà. Il garde cette amitié assez secrète parce qu'en fait il a vraiment le béguin pour elle. Alors quels sont les comportements par défaut de ce chevalier ? Tout d'abord, il fouille les corps de ses ennemis systématiquement. Il prend tout ce qu'il peut porter et qui a de la valeur ou qui peut sembler magique. Et s'il y a un coffre ou n'importe quel contenant, il va aller voir tout d'abord s'il est piégé et qu'il réussisse ou non la détection, il va y mettre la main pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Son épée est l'arme de prédilection. Il marche toujours en premier si on est en file indienne. Et lorsqu'on est à deux de front, il marche généralement sur la gauche, légèrement devant. Il ne parle pas quand il y a des rencontres. La bienveillance est son approche par défaut aussi, il laisse toujours le doute à la personne qui est en face, il lui laisse toujours une part de confiance. Et lui n'utilise pas de torche, parce qu'il a généralement les deux mains occupées avec son bouclier et son épée. Donc pour lui, tous les cadavres sont des occasions de s'enrichir, donc pourquoi s'en priver ? La seule loi qui compte, c'est la survie. Sa mission lui tient à cœur, mais il ne l'avouera jamais.
et il entend être obéi quand le combat est là, c'est lui le chef, hein, c'est lui le chevalier. En cas de combat, il se porte automatiquement et toujours en première ligne, et il a aucune pitié envers les ennemis, qu'il tue avec le plus de violence possible. Autour de Porys, un humain, un prêtre de Péonie, un peu atypique. Maltor est un peu plus vieux que quelques années, il a quelques années de plus que Elziane et quelques années de plus que Porys. Donc Porys, à l'âge de 16 ans, commence son entraînement de prêtre de Péonie. Il n'était pas destiné à la prêtrise, mais aux armes. Donc il a commencé lui aussi une formation de chevalier. Il a les bases d'une formation donc militaire solide et ne se sépare pas de son épée. C'est un cadeau de ses parents. Quand il avait 15 ans, il y tient beaucoup, c'est un très bel objet. Au bout d'un an, il a eu la révélation quand il a sauvé un jeune enfant tombé dans un puits. Il a donc décidé de rejoindre le culte de Péonie car il prétend avoir été aidé par la déesse lors du sauvetage. Il termine ses études de prêtrise 3 ans plus tard, avec quand même une certaine difficulté, mais il s'est accroché. Il n'est pas vraiment dans les clous, et quand il est loin de ses pairs, il porte une armure et manie l'épée. Il sait que cela n'est pas vraiment en accord avec les préceptes de son église, mais il n'en a cure. Le jour où Péonie lui montrera que cela doit changer, il changera. Porys a un terrible défaut, il est corruptible et il adore l'argent. Il va prendre la route de sa nouvelle étape de formation dans un village au nord du royaume quand, soudain, on lui ordonne de faire demi-tour, de rejoindre la capitale Aléat pour servir de guide spirituel à une cartographe novice qui va prendre ses fonctions à Minilaus, ville dont il est originaire. Il connaît de vue la cartographe, même s'il ne lui a jamais parlé, ainsi que le chevalier, qu'il a côtoyé plusieurs fois dans sa jeunesse, quand avant que celui-ci ne parte dans sa formation de chevalier. Alors il a un seul ami qui s'appelle Sonares, c'est un astrologue itinérant, originaire de la ville d'Aléat. Le comportement du prêtre donc Porys, il fouille les corps des ennemis lui aussi, mais pour l'argent. Il fait preuve de discrétion en entrant dans une pièce, il est toujours très discret, et il prend généralement tout ce qu'il peut qui a de la valeur ou qui semble magique. Il se bat avec son épée, qui est son arme équipée par défaut. Il marche toujours le dernier, que ce soit en file indienne ou à 2 ou 3 de front, il essaye toujours de se décaler pour être loin du danger. Il ne parle pas, généralement, lorsqu'il y a des rencontres, il laisse se faire Elziane. Il est bienveillant, c'est son approche naturelle. Quand il y a besoin de torches, il laisse les autres en prendre. Il aime bien avoir les mains libres lui aussi. Enfin, il veut servir son Dieu avec ferveur. Si quelqu'un est blessé, il le soigne, avant de se soigner lui-même. Sa mission est importante, mais il ne la trouve pas vraiment utile. Suivre une cartographe, c'est pas trop son truc. En cas de combat, il reste en arrière, mais il sait se défendre si besoin. Et il est à la recherche du pouvoir, par tous les moyens, que ce soit grâce au savoir ou à l'argent. Maintenant que nous avons fait connaissance avec les aventuriers, nous allons commencer l'aventure. Elle va se dérouler, en fait c'est une narration. Je vais vous faire la narration de l'aventure. Je vais enlever tout ce qui est G2D et calcul. Je vous renvoie au compte rendu que j'ai réalisé, où vous trouverez des illustrations, des notes qui vous permettent de comprendre les règles. Et tout ce que je viens de dire, il sera aussi. Je mettrai donc le lien dans la description. Maintenant, place à cette aventure, le tumulus. C'est au milieu de la journée, quelques jours plus tard, qu'ils arrivèrent au château de Minilaus. Ils furent reçus par la baronne Yala Pézirias en personne. Elle prit connaissance des 3 lettres cachetées qui lui furent présentées par Elziane, Maltor et Porys. Elle remercia Elziane d'avoir accepté le poste et remercia les 2 autres pour leur futur dévouement à la protection de la cartographe. La rencontre prit fin très rapidement et ils furent dirigés vers leurs habitations respectives. Maltor logerait au château, comme son rang de chevalier l'exigeait. Porys, quant à lui, va loger chez le prêtre Wirden et son assistante, Ebasset Padlin. Donc les 2 partagent en ville un logement avec une autre famille. Quant à Elziane, elle doit se contenter d'une chambre chez l'écrivain public, Cowen de Vilger, qui remplissait jusque-là le rôle de cartographe amateur. La baronne a bien sûr donné une mission officielle à Elziane, qui se retrouve avec une carte de la région très approximative et beaucoup de zones blanches.
Il faut explorer, remplir la carte, quitte à la modifier si elle n'est pas juste. C'est ainsi que, dès le lendemain, dépotrominés, Elziane, Maltor et Poris prennent la route pour une longue journée de printemps. Elziane avait décidé de refaire toute la carte dans les règles de l'art, ainsi débuta-t-elle par les alentours immédiats. Au milieu de l'après-midi, ils tombèrent sur un tumulus, juste après l'orée de la forêt, au-dessus du champ le plus lointain de Minilaus. Le tumulus se trouve non loin de la petite ville. Il est situé dans les sous-bois de la forêt, au-dessus du champ le plus lointain de la ville. C'est un tumulus presque totalement enfoui sous la végétation. Il a fallu l'œil expert d'Elziane pour le voir. Les compagnons dégagent rapidement l'entrée sur les indications de la cartographe, et voilà qu'une série de marches très abîmées descendent vers une porte en pierre scellée. Elziane se penche sur le sceau et essaye de le lire. Concentrés sur la tentative d'Elziane, les aventuriers ne voient pas surgir le blaireau qui devait certainement avoir son terrier non loin. Il est énorme. Il charge le plus proche, à savoir Poris. Le combat s'engage. Il attaque avec ses griffes. Poris voit le blaireau foncer sur lui. Il esquive, et l'animal passe sans l'atteindre. Le prêtre voit une ouverture et décide d'attaquer avec la pointe de son arme. Il transperce la base du crâne de l'animal qui s'effondre, mort. Poris s'agenouille et adresse une prière à Péonie. Ses compagnons le réconfortent et le félicitent. À la demande d'Elziane, il s'approche du sceau et essaye de le comprendre. Il appuie sur 3 endroits différents et la porte, ronde, roule dans une cavité vers la droite. Un chuintement et un mouvement de l'air ambiant montrent que le tombeau n'avait jamais été ouvert. Poris leur dit que le sceau était celui d'un chef de guerre très ancien dont il n'a pas réussi à lire le nom. Ils se regardent un long moment, puis Maltor hoche la tête et s'engage dans l'ouverture, aussitôt suivi par Elziane, alors que Poris ferme la marche. Chapitre 2. La torche d'Elziane éclaire les quelques marches qui s'enfoncent dans le tombeau. Il fait frais. Une forte odeur de moisi et d'humidité les agresse. Elziane touche l'épaule de Maltor pour lui signaler de s'arrêter. Elle passe devant lui et regarde avec attention la pièce. Sur la gauche, une partie est effondrée et certainement l'œuvre du blaireau. Elle cherche des pièges. La pièce est vide et il n'y a pas de piège. Elziane prend son temps pour tracer un dessin sur son parchemin. Les autres observent les lieux. Le groupe se remet en marche, lentement, prudemment. Elziane n'arrive pas à déterminer avec précision la présence ou l'absence de pièges après s'être assuré que la nouvelle salle est vide. Ils entrent. Encore une fois, c'est une salle entièrement nue. Par contre, il n'y a pas d'autre couloir. Maltor se lance à la recherche d'un passage secret. Il trouve un mécanisme caché, et surtout le piège qui va avec. Il parvient à ouvrir le passage sans activer le piège. Dans cette 3e salle, il n'y a personne non plus. L'angle en face de la salle est effondré. C'est une pièce carrée. Mais il y a du mobilier. C'est un petit salon cossu, avec des meubles qui autrefois devaient être magnifiques. Ils sont à présent rongés par la moisissure. Il n'y a rien de valeur ici. Un portrait trône dans le mur de l'angle effondré. On ne distingue pas les traits du personnage, mais il porte des habits de guerrier d'un autre temps. La porte suivante est ouverte. Elziane et Maltor essayent de trouver un passage secret, et y parviennent. Des sifflements inquiétants proviennent de la pièce qu'ils viennent de trouver, alors qu'Elziane approche sa torche pour détecter de possibles pièges. L'angle juste à droite de l'entrée est effondré. Des vipères se tiennent dans les gravats. Le reste de la pièce abrite une crypte en assez bon état, à part le salpêtre qui s'est déposé sur la pierre des murs et sur la tombe que l'on aperçoit au fond et qui repose dans le mur face à l'entrée. Elziane agit en premier. Elle décide d'attaquer les serpents avec sa torche dans le but de les effrayer et de les faire fuir. La première vipère est brûlée par le feu. Elle a subi de terribles blessures, mais cela ne la fait pas fuir et surtout enrage les autres serpents qui attaquent Elziane car elle est la seule à porter. Elle contre-attaque avec son épée, essayant de les faucher d'un seul coup. La lame de l'épée courte d'Elziane coupe les reptiles en deux d'un seul coup de maître. Maltor, qui venait d'entrer dans la pièce, exclame son étonnement. Il regarde Elziane d'une nouvelle manière, comme s'il venait de réaliser que la cartographe n'était pas le boulet qu'il pensait qu'elle était. Il s'intéresse alors au tombeau. Il ne détecte rien de suspect. Le tombeau est couvert de salpêtre, mais il laisse voir ici et là de la pierre blanchâtre, certainement extraite dans les falaises qui bordent la côte de Minilaus. Sans demander l'avis des autres, sans que cela ne trouble le prêtre, Maltor pousse le couvercle du tombeau
qui ne porte ni symbole, ni écriture, ni sculpture. Une main gantée de mailles surgit et tente d'attraper Maltor à la gorge. Les aventuriers sont surpris. Le monstre rate sa prise et Maltor recule au milieu de la pièce, empoignant bouclier et épée. Elziane se porte à ses côtés avec son épée et son bouclier pendant que Poris reste légèrement en arrière, attentif. Elziane agit la première et lance une attaque avec la pointe de son épée, visant le milieu du corps du guerrier au visage décomposé qui sort du tombeau. Tout va très vite. L'ennemi contre-attaque sans ses armes. Il veut à tout prix saisir Elziane et y parvient car elle rate totalement sa cible. Il la saisit alors solidement par l'avant-bras droit. Maltor attaque à son tour. Il fait un pas de côté pour éviter de blesser Elziane et dans le même temps porte un coup avec le tranchant de son épée vers le cou de l'ennemi. L'autre étant concentré sur sa prise, il ne voit pas le coup venir et ne réagit pas. Sa tête est tranchée et aussitôt, le corps tombe en poussière. Poris s'approche pour examiner Elziane. Il redoute le toucher de l'ombre. C'était un Goulmorvus. Montre ton bras. Tu te sens bien? As-tu senti quelque chose dans ta tête pendant qu'il te touchait? Elziane répond par la négative. Elle va bien. Elle frissonne de peur. Les Goulmorvrines sont des suppôts de Bourcaille. Ils attaquent par le toucher. Un conflit de l'ombre qui généralement est fatal pour celui qui le subit. Ils savent tous les trois que les Goulmorvrines sont les esclaves d'un Amorvus. La question se pose, doit-on poursuivre? Maltor et Poris regardent Elziane. C'est elle qui commande la troupe. C'est aussi un moment important pour jauger le caractère de quelqu'un. Nous ne pouvons pas laisser ce tumulus ainsi, il faut le nettoyer dans son ensemble. Poris, Maltor. Êtes-vous partant? Le prêtre hoche la tête avec conviction, mais le guerrier ne répond rien. Il suivra, mais ne semble pas enchanté par la perspective d'affronter un Amorvus quelque part dans ce lieu où règnent les ombres. Alors qu'Elziane et Poris se dirigent vers le salon vide, Maltor ne perd pas le nord et fouille le tombeau. Ses doigts raclent le fond et touchent un objet froid. Il le sort. Un anneau en argent, finement décoré. Sans hésiter, Maltor le range dans sa bourse avant de rejoindre les autres. Chapitre 3. Redoublant de prudence, vigilant à tous les pas, les trois compagnons avancent vers la salle suivante, laissant pour le moment de côté le tunnel sur leur gauche. Ils ressentent clairement le dénivelé, ils s'enfoncent dans le sol. Devant eux, à la lueur de leurs torches qui commence à faiblir, ils peuvent voir une magnifique salle de banquet. S'il y avait de la nourriture, il n'en reste rien. La vaisselle est simple, sans grande valeur. Les meubles sont beaux, en assez bon état, sans être luxueux. La salle est vide. Ils décident de passer les portes fermées plus tard et rebroussent chemin pour emprunter le couloir. Ils les mènent sur une porte qui est en piteux état, rongée par la moisissure. Une porte en face, un autre couloir à gauche, de l'eau suinte dessous le mur à droite. Le mur escamotable est tout de guingois. Elziane allume une autre torche et prudemment la passe par l'ouverture. C'est vide, rien d'intéressant. Des restes de meubles pourris jonchent le sol. Des sacs qui devaient contenir des vivres peut-être. Le mur du fond de cette pièce secrète est effondré, troué par les puissantes racines d'un arbre. L'autre porte dans le couloir est aussi pourrie. Elle livre le passage vers une salle contenant des chevaux empaillés et des supports d'armes et d'armures rouillés sans aucune valeur. Pas de piège, pas de présence. Les explorateurs sont de plus en plus nerveux. Ils remontent un autre couloir qui croise le précédent et arrivent dans une grande salle. Il y a une porte devant en métal, identique à celle dans la 4e pièce qu'ils ont ignorée. C'est une salle de commandement. Une table carrée, trône au centre. Dos aux aventuriers, une chaise sur laquelle on distingue un corps. Ils n'ont pas encore franchi le seuil. En silence, ils posent leur sac au sol. Elziane plante la torche entre 2 pavés disjoints. Poris se recueille et consacre le lieu à Péonie, protégé pendant l'incantation par les 2 autres. Enfin, il ouvre les yeux et sort une dague spéciale de son sac à dos. Je vais devoir le blesser avec ceci. C'est un Amorvus, à n'en pas douter. Il mourra s'il est tué en terre consacrée à un autre dieu que Morgoth. Mon arme est consacrée, bénie par Péonie, et j'ai consacré le tumulus à Péonie. À nous de jouer. Ils avancent lentement vers le siège. Elziane par la droite, Poris par la gauche, Maltor restant en arrière pour l'attaquer par surprise si jamais ce corps se mettait à bouger. Poris, tendu, attentif, sait quoi surveiller. L'Amorvus attaque avec son ombre. Il n'a pas besoin de bouger. Plus il est puissant, plus il a ressuscité et plus il est proche de sa 13e résurrection, plus il peut faire du mal avec ce genre d'attaque. Mais étrangement, l'ombre qui vient vers lui est minuscule.
Il l'évite sans problème. Soudain, l'adversaire se dresse et passe à l'attaque. Personne n'est surpris. Elziane franchit la distance d'une seule enjambée et attaque. La Morvrousse se retourne aussitôt et contre-attaque. L'épée tranche dans l'armure d'Elziane et entame sa chair avec un bruit d'os. Elle hurle de douleur. Maltor se précipite et attaque à son tour, en s'interposant entre Elziane et le monstre. Il n'a pas le temps de viser et tranche devant lui. En face, la contre-attaque fuse, mais Maltor est plus rapide et inflige une blessure aux cuisses qui fait tomber l'adversaire au sol. Il se relève avec un grognement. Boris en profite pour porter une attaque avec sa dague, priant Péonie de lui venir en aide. Il réussit à lui planter dans la bouche et à la retirer. La Morvrousse ne semble même pas souffrir de ses blessures. Elziane se désengage pour laisser la place libre à Maltor, qui attaque avec toute sa puissance, en visant le visage sans protection de l'horreur de l'ombre, avec un cri à faire trembler les murs. Son dieu l'a-t-il entendu? Péonie peut-être trouve cet acte héroïque? Quoi qu'il en soit, le guerrier se baisse légèrement sur ses jambes et évite la contre-attaque de l'ennemi pour lancer son bras vers le visage, mais rate son objectif et tranche la tête de la Morvrousse qui tombe en poussière. Poussière qui s'enflamme en tombant sur le sol consacré à un autre dieu que Morgoth. L'action a été rapide. Ce devait être un très jeune Morvrousse, car il n'a pas eu assez de force pour attaquer avec son ombre. Elziane se laisse tomber à terre, essayant de retenir le sang qui coule de sa plaie. Elle tente de garder un visage neutre, mais on voit bien qu'elle lutte contre la douleur. Dans le combat, sa coiffure a lâché et ses cheveux noirs aux reflets roux coulent en cascade sur ses épaules. Boris se précipite et essaye de la soigner. La plaie est importante. Il y a au moins 2 côtes cassées. La blessure est béante, mais n'est pas profonde. Boris demande à Maltor de faire un feu rapidement et de porter de l'eau à ébullition. C'est un jeune prêtre. Il n'a pas encore de soins magiques à proposer. Il va donc le faire avec les moyens du bord. Boris sort une fiole et la fait boire à Elziane, qui s'allonge sur le côté. Il sort son nécessaire de soins et une fois l'eau bouillante, il nettoie ses instruments et ses mains avec de l'eau chaude et de l'alcool. Maltor tient la torche bien au-dessus de Boris tout en observant les alentours. Le prêtre s'assure que la potion anesthésiante a bien plongé Elziane dans l'inconscience, puis se met au travail. Au bout d'une vingtaine de minutes, il se relève et nettoie ses instruments à l'eau chaude et à l'alcool. Il plonge alors une lame spéciale dans le feu et, une fois rouge, la pose sur la blessure pour la cautériser. Maltor se met à fabriquer un brancard qu'il pourra traîner derrière lui. Il utilise les divers matériaux de Tumulus. Très délicatement, avec l'aide de Boris, il pose Elziane sur le brancard. La blessure reste fermée. Avant de partir, Maltor prend le temps de fouiller la pièce pour s'assurer qu'il ne reste pas de piège et surtout qu'il ne laisse pas de trésor derrière lui. Il trouve un petit coffre qui contient un magnifique pendentif, une pierre, onyx certainement, posée dans la paume d'une main finement sculptée dans un matériau blanc qu'il n'arrive pas à identifier, avec un collier couleur ébène. Il le regarde, le jauge, le prend et le place dans son sac. Le trajet de retour se fait très rapidement. Elziane est aussitôt confiée aux mains expertes du prêtre de Péonie de la baronne. Il examine le travail de son très jeune collègue et hoche la tête en reconnaissant le très bon soin effectué. La baronne s'est rendue à son chevet et a ordonné qu'Elziane se repose. Elle a aussitôt envoyé une petite troupe sécuriser le tumulus. Elziane reprend conscience le lendemain. Boris et Maltor lui rendent visite et lui tendent les parchemins qu'elle réclame. C'est Maltor qui a l'honneur de porter les nouvelles cartes tracées par Elziane. Il y jette un coup d'œil avant de les donner et remarque qu'Elziane a signé de son nom, mais a ajouté ceux de Boris et Maltor. C'est vraiment une femme surprenante. Beaucoup n'auraient jamais reconnu l'aide reçue. La baronne Yala Pézirias est satisfaite de ce début de travail. Elziane devra se reposer pendant une bonne semaine avant de reprendre ses aventures. Nous sommes arrivés au bout de cette aventure en solitaire, dans le monde de Arn. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite des aventures d'Elziane et de Boris et Maltor. Merci beaucoup. Au revoir.